Abordons maintenant la partie 6 dans laquelle nous allons plus spécifiquement parler du lien entre les nombres complexes et la géométrie plane. Tout d'abord, nous allons donner un critère d'orthogonalité et un critère de collinéarité de deux vecteurs en utilisant des nombres complexes. Commençons par le théorème 6.1.1, dans lequel nous allons interpréter le quotient de deux complexes en termes géométriques. Si nous prenons deux complexes z et z' non nuls, et que nous notons u et u', leurs deux vecteurs associés, c'est-à-dire que z est l'affixe de u et z' est l'affixe de u', alors le module du rapport z' sur z est égal au rapport des normes de u' divisé par la norme de u. Quant à l'argument de z' sur z, il est égal à l'angle entre les vecteurs u et u'. Il s'agit ici d'un angle orienté. Donc si vous n'avez pas vu cette notation signifie l'angle orienté entre le vecteur u et le vecteur u', c'est-à-dire cet angle-là. Les angles orientés de vecteurs sont toujours définis modulo 2π. Je précise qu'il est indispensable que z et z' ne soient pas nuls. D'une part, nous voyons que nous effectuons le quotient z' sur z, donc z ne peut pas être nul, mais de plus, le complexe 0 n'a pas d'argument. Or ici, nous allons utiliser l'argument du quotient z' sur z, donc z' ne doit pas être nul non plus. Pour ce qui est de la démonstration, celle du premier point est absolument directe, donc je ne la détaille pas. Pour le deuxième point, concernant l'argument, nous pouvons regarder le schéma qui est ici, en plaçant i, le vecteur unitaire de l'axe des abscisses, et puis deux vecteurs u et u'. Alors nous savons que l'angle entre i et u, par définition, c'est l'argument de z. À nouveau, prenons l'habitude de donner tous les angles modulo 2π. De même, l'angle, il n'y a pas d'argument ici. De même, l'angle entre i et u', c'est l'argument de z'. Toujours modulo 2π. Or, nous savons que l'angle, avec la relation de Schall, l'angle UU', c'est l'angle IU' moins l'angle IU, modulo 2π. Donc, c'est bien égal à l'argument de z' moins l'argument de z. Et nous savons, d'après une précédente vidéo, que l'argument de z' moins l'argument de z, c'est l'argument de z' sur z. Ce qui démontre le second point. Ce théorème va être utilisé dans le corollaire très pratique suivant. Prenons A, B et M, trois points du plan, deux à deux distincts, d'affixes respectifs petit a, petit b et petit z. Alors, ces trois points sont alignés si et seulement si le rapport z-a sur z-b est un réel. Et ces trois points définissent deux droites perpendiculaires, AM et BM, si et seulement si ce même rapport est un imaginaire pur. La démonstration se fait de manière rapide à partir du théorème précédent. Donc dans les deux cas, nous avons le vecteur AM d'affixe petit z moins petit a, et le vecteur BM, qui est lui d'affixe petit z moins petit b. Donc dans le premier cas, A, B, M sont alignés si et seulement si les deux vecteurs précédents sont collinéaires. Si et seulement si, donc le vecteur AM et le vecteur BM sont collinéaires. Ceci, c'est équivalent à dire que l'angle entre ces deux vecteurs est égal à 0 modulo π. Alors attention, des vecteurs collinaires peuvent être de même sens, auquel cas l'angle entre ces deux vecteurs est égal à 0 modulo 2π, mais s'ils sont collinaires de sens opposé, l'angle entre les deux est égal à π modulo 2π. Donc globalement, collinaire, c'est un angle égal à 0 modulo π. Or, cet angle orienté, nous venons de voir juste avant qu'il est égal à l'argument de z-a sur z-b. Alors plus précisément, z-b sur z-a, donc pour coller parfaitement à l'ordre des lettres dans le cours, je vais plutôt parler de l'angle BM-AM. Donc cela est équivalent à dire que l'argument du rapport z-a sur z-b est égal à 0 modulo π. Là aussi, vous voyez bien que pour pouvoir appliquer le théorème précédent, il faut que les complexes z-a et z-b ne soient pas nuls.
ce qui est bien le cas ici puisque nous avons pris 3 points du plan 2 à 2 distincts. Donc les 3 complexes ABZ sont 2 à 2 distincts. Alors quand est-ce qu'un complexe a son argument égal à 0 modulo pi? Eh bien cela est équivalent à dire que ce complexe est un réel, en l'occurrence non nul. On peut préciser ici que nécessairement ce réel n'est pas nul. Pour le deuxième point, je vous laisse le détailler vous-même, la démonstration est tout à fait similaire. Le deuxième point, c'est équivalent à dire que les vecteurs AM et BM sont orthogonaux, donc l'angle que nous avons considéré là doit être égal à pi sur 2 modulo pi, et donc le rapport Z-A sur Z-B doit avoir un argument égal à pi sur 2 modulo pi, ce qui est équivalent à dire que c'est un imaginaire pur. Donc donnons un exemple d'application concrète de ce corollaire. Nous prenons les 3 complexes 1 plus i, 2 et moins 2i, ce sont les affixes de 3 points du plan, et nous voulons montrer que ces 3 points forment un triangle rectangle, et que le sommet de ce triangle rectangle, enfin en tout cas le sommet où l'angle est droit, est le point d'affixe 2. Donc vous voyez qu'il y a ici un léger abus de langage. 2 n'est pas réellement un point du plan, c'est l'affixe d'un point du plan. Donc le triangle est rectangle en ce point et non pas en 2. Mais souvent on assimile les complexes et les points. On aurait d'ailleurs pu énoncer l'exercice en demandant de montrer que 1 plus i, 2 et moins 2i sont carrément les sommets d'un triangle rectangle en 2. Toujours est-il que nous allons appliquer le corollaire précédent. Nous allons appeler grand A le point d'affixe petit a égal à 1 plus i, grand B le point d'affixe petit b égal à moins 2i, et grand M le point d'affixe petit z égal à 2. Donc il s'agit de montrer que le vecteur AM est orthogonal au vecteur BM. Évidemment, les 3 complexes ici sont 2 à 2 distincts, donc nous allons pouvoir appliquer le corollaire précédent et nous allons calculer le quotient Z-A sur Z-B. Nous constatons qu'il est égal à 1 moins i sur 2 plus 2i, c'est-à-dire 1 demi de 1 moins i sur 1 plus i. Je pense que beaucoup d'entre vous auront le réflexe de continuer le calcul en n'utilisant que les formes algébriques, de multiplier par la quantité conjuguée de 1 plus i en haut et en bas. Personnellement, 1 moins i et 1 plus i, j'aime bien les voir géométriquement. Si j'ai ici le cercle trigonométrique, et les droites d'équation x égale y et x égale moins y, 1 plus i se trouve par là, 1 moins i se trouve par là, donc nous savons de toute façon que 1 plus i est d'argument pi sur 4 et 1 moins i est d'argument moins pi sur 4. Donc ces complexes sont très simples à écrire sous forme trigo, il faut que vous ayez ce réflexe. Ici, pour détailler un peu les choses, le quotient précédent est égal à 1 plus i sur racine de 2, 1 moins i sur racine de 2 sur 1 plus i fois racine de 2, c'est-à-dire exponentielle moins i pi sur 4 sur exponentielle pi sur 4, i pi sur 4. Donc 1 demi d'exponentielle moins i pi sur 2, c'est-à-dire moins 1 demi de i. C'est bien un imaginaire pur, donc nous pouvons bien conclure avec le corollaire précédent, le vecteur AM est orthogonal au vecteur BM. Nous allons maintenant définir 3 types de transformations usuelles du plan, c'est-à-dire des applications qui, à un point du plan, en associent un autre. Il va s'agir des translations, des rotations et des homothéties. Nous allons les redéfinir de manière géométrique en ne parlant que de points du plan, et ensuite nous allons donner leurs expressions complexes. Puisque à tout point du plan nous pouvons associer de manière unique un complexe, une application de R2 dans R2 peut aussi s'exprimer comme une application de C dans C. Et souvent, cette expression permet de faire des calculs de manière beaucoup plus simple en utilisant des complexes, de manière plus simple qu'en utilisant des points du plan. Donc la première transformation usuelle, c'est la translation. Nous en avons déjà un peu parlé au début du chapitre. Lorsque nous prenons U, un vecteur du plan, alors je vais tout de même préciser que nous prenons U non nul, sinon la transformation n'est pas très intéressante. La translation de vecteur U, c'est l'application de R2 dans R2 qui, à un point M, associe l'unique point M' tel que le vecteur MM' est égal à U. Par exemple, si nous prenons dans le plan ce vecteur U, alors lorsque je prends un point M quelconque, comment est-ce que je trouve le translaté de M par cette translation? Eh bien,
En recopiant ici le vecteur U, je vois que le seul vecteur du plan qui vérifie que mm' est égal à U, c'est ce point-là. Donc ici, mm', c'est le translaté de M de vecteur U. Donc très souvent, enfin dans la suite de ce cours, nous noterons T indice U, cette application translation de vecteur U. Alors comment déterminer l'expression complexe de cette translation? Si nous notons petit u sans flèche, l'affixe du vecteur petit u avec flèche. Si nous prenons un point M du plan, d'affixe petit z, donc soit petit z, l'affixe d'un point M. Et enfin, soit z', je ne vais pas avoir besoin d'une autre lettre, l'affixe du translaté de M par le vecteur U, c'est le complexe z', tel que z' moins z est égal à U, car en effet, est égal à U sans flèche, pardon. Je me perds un peu dans les flèches. Car en effet, quel est le vecteur associé à z' moins z? Eh bien, z' moins z, c'est l'affixe du vecteur M translaté de U de M, puisque z est l'affixe de M et z' est l'affixe du translaté. Et par définition, le vecteur M translaté de M, c'est exactement le vecteur U. Donc z' est égal à z plus U. Donc tout simplement, l'application translation de vecteur U, alors que je vais maintenant écrire sans flèche puisque je passe à une écriture complexe, c'est l'application de C dans C qui a un vecteur Z associe le vecteur, enfin qui a un complexe Z, pardon, associe le complexe Z plus U. Donc ceci c'est le premier exemple d'expression complexe d'une transformation du plan que nous voyons. Deuxième transformation usuelle, la rotation. Une rotation est une transformation qui est définie à partir d'un point et d'un angle. Nous allons parler de la rotation de centre oméga, lorsque oméga est un point du plan, et d'angle θ, où θ est un réel. Cette rotation, c'est la transformation qui, à un point M, associe l'unique point M', tel que la distance oméga M est égale à la distance oméga M', et l'angle entre les vecteurs oméga M et oméga M' est égal à θ modulo 2π. Donc tout ceci va devenir très clair sur un dessin. Donc prenons grand oméga un point du plan et grand M un autre point du plan. Nous voulons déterminer, en tout cas représenter sur un dessin, l'image de M par cette rotation d'angle oméga et de centre θ. Cette image par la rotation sera un point du cercle centré en oméga et qui passe par M puisque la distance oméga M doit être égale à oméga M'. Donc ce cercle, traçons-le, le voici. Donc M' est sur ce cercle. Si je trace le vecteur oméga M', alors le vecteur oméga M' doit faire un angle de θ avec ce vecteur oméga M. Donc si ici j'ai l'angle θ, alors le vecteur rose est égal au vecteur oméga M', et donc le point M' est ici. Donc vous voyez que tout simplement, nous prenons le vecteur oméga M et nous le faisons tourner d'un angle θ, ce qui nous donne le point M'. Nous allons maintenant déterminer l'expression complexe de cette rotation. Pour simplifier les choses, cette rotation, nous allons la noter R indice oméga virgule θ, ce qui est une notation assez standard. Donc, pour déterminer l'expression complexe, nous allons associer des affixes à tous les points considérés. Donc grand oméga, nous allons appeler petit oméga son affixe. Grand M, son affixe va être noté petit z. Et nous allons prendre un point M' d'affixe z'. Donc M' est l'image de M par la rotation en question. Si et seulement si, comme nous l'avons vu, oméga M est égal à oméga M'. Et l'angle oméga M est égal à l'angle oméga M est égal à θ modulo 2π. Nous allons traduire cela en termes complexes. Juste avant, j'effectue juste une division dans la première ligne. La distance oméga M' sur la distance oméga M est égale à 1.
mais je ne touche pas à la deuxième ligne. Oméga m, virgule oméga m' est égal à θ. Et là, nous pouvons utiliser le premier théorème de cette vidéo. Nous avons vu qu'en termes complexes, le quotient oméga m' sur oméga m, il est égal au quotient des complexes z' moins oméga et z moins oméga. Donc cette quantité doit être égale à 1. Et l'angle de la deuxième ligne, nous avons vu aussi qu'il est égal à l'argument de ce même quotient, z' sur oméga divisé par z moins oméga. Cela signifie que notre complexe z' moins oméga sur z moins oméga est de module 1 et d'argument θ, ce qui est équivalent à dire qu'il est égal à exponentielle iθ. Et donc, nous pouvons maintenant exprimer z' en fonction de z. Je multiplie tout par z moins oméga. Alors d'ailleurs, nous savons que lorsque nous avons un complexe et que nous le multiplions par eiθ, ce qui se passe, c'est que nous rajoutons θ à son argument. Donc de manière assez directe, cette opération-là, nous pouvons la voir comme j'ai pris le vecteur qui correspond à z moins oméga, donc le vecteur oméga m, et j'ai rajouté θ à son argument, donc je l'ai fait tourner. Et donc pour finir, z' est égal à oméga plus eiθ fois z moins oméga, ce qui nous donne l'expression complexe de la rotation de centre oméga et d'angle θ. C'est l'application de C dans C, qui, à un complexe Z, va associer l'affixe du centre plus eiθ fois l'affixe du vecteur oméga m. C'est la deuxième expression complexe de transformation que nous obtenons. Un exemple très simple que vous avez probablement déjà vu, si je prends la fonction f qui va de C dans C et qui a un complexe Z associe IZ, eh bien f est la rotation de centre 0. Donc je vais l'écrire comme ceci, f est égal à la rotation de centre 0 et d'angle π sur 2. Puisqu'ici, à z, j'associe 0 plus exponentielle i π sur 2 fois z moins 0. De manière plus générale, comme je l'ai dit un petit peu avant, la rotation de centre 0 et d'angle θ, c'est l'application de C dans C, qui à z associe exponentielle iθz. Donc l'application f, le premier exemple que nous venons de voir, ce n'est qu'un cas particulier de ce deuxième exemple, avec θ égale π sur 2. Dernière transformation, les homothéties. Si nous prenons oméga un point du plan et lambda un réel non nul, alors l'homothétie de centre oméga et de rapport lambda est l'application qui, à un point m, associe le point m', tel que le vecteur oméga m' est égal à lambda fois le vecteur oméga m. Donc nous allons faire quelques dessins dans plusieurs situations. En tout cas, il est à peu près clair que si lambda est égal à 1, alors notre homothétie est tout simplement égale à l'identité. Alors cette homothétie, nous allons la noter H, indice oméga et lambda. Donc nous indiquons à chaque fois le centre et le rapport. Donc toute homothétie de rapport 1 est égale à l'identité du plan, puisque l'image de m, c'est le point m', tel que oméga m' est égal à oméga m. Donc oméga m' est toujours égal à... m' est toujours le point m. Et il est assez simple de voir aussi que si lambda est égal à moins 1, alors l'homothétie de centre oméga et de rapport moins 1 est égale à la symétrie centrale de centre oméga. Nous allons le voir un petit peu mieux sur quelques dessins. Je vais faire deux dessins car vous allez voir que la situation est légèrement différente suivant que lambda est strictement positif ou strictement négatif. Donc traçons un dessin dans un premier exemple lorsque lambda est égal à 2. Donc je vais prendre un point oméga dans le plan et un point m par ici dans le plan et je voudrais déterminer l'image de m par l'homothétie de centre oméga et de rapport 2. Donc pour cela, je vais tracer la droite qui passe par oméga m. Alors, je vais essayer de ne pas y passer 10 heures. Allez, on va dire que ça, c'est pas mal.
nécessairement, l'image de m va être sur cette droite, puisque le vecteur oméga m' doit être égal à 2 fois le vecteur oméga m. Donc ce seront deux vecteurs collinéaires. C'est pourquoi l'image d'un point par une homothétie est toujours alignée avec le centre de l'homothétie et le point en question. Donc ici, si j'ai le vecteur oméga m, eh bien ce vecteur oméga m, je vais essayer de le recopier. Est-ce que ça marche? Non. Toujours pas. Bah alors. Bon. Je dois avoir 2 fois le vecteur oméga m qui est égal au vecteur oméga m'. Donc nécessairement, le vecteur, le point pardon, m' se situe ici. Tout simplement, le vecteur oméga m' est égal à 2 fois le vecteur oméga m. Dans le cas d'un rapport strictement négatif, par exemple, prenons lambda égale moins 1/2, là aussi je vais considérer un centre oméga, et je vais prendre un point M par ici, par exemple. Là aussi, pour la même raison que précédemment, l'image du point M par l'homothétie de centre oméga est un point qui est aligné avec oméga et M. Donc ça c'est toujours vrai, l'image d'un point par une homothétie est toujours sur la droite qui passe par le centre oméga et par M. Mais cette fois-ci, le vecteur oméga', c'est 1/2 du vecteur oméga m, c'est moins 1/2 du vecteur oméga m, pardon. Donc c'est un vecteur qui va être de sens opposé à oméga m. Donc si oméga m est là, eh bien oméga m' va être de sens opposé. Donc m' va être de l'autre côté de oméga, sur la droite oméga m. Et de plus, avec le rapport que j'ai choisi, oméga m' aura une distance 2 fois plus petite que la distance oméga m, donc à la louche, oméga m' sera en gros ce vecteur, et donc le point m' est par ici. Donc on voit bien d'ailleurs que si on choisit un rapport égal à moins 1, il devrait être clair pour vous que l'image de m par l'homothétie de centre oméga et de rapport moins 1, c'est exactement le symétrique de m par rapport à oméga, c'est une symétrie centrale. Un dernier petit mot sur les rotations, car je n'ai pas donné l'exemple quand j'ai parlé des rotations, mais la symétrie centrale de centre oméga, nous pouvons aussi la voir comme la rotation de centre oméga et d'angle pi. Nous faisons un demi-tour. Donc ici, on pourrait rajouter que cette homothétie de centre oméga et de rapport moins 1, c'est aussi la rotation de centre oméga et de rapport pi, d'angle pi, pardon. Là encore, nous allons déterminer l'expression complexe de l'homothétie de centre oméga et de rapport lambda. Donc comme précédemment, nous allons donner des noms aux affixes des différents points. Donc comme toujours, petit oméga sera l'affixe de grand oméga, m sera l'affixe, aura pour affixe petit z, et nous prenons un point m' d'affixe petit z'. Donc m' est l'image de m par l'homothétie de centre oméga et de rapport lambda. Si et seulement si, par définition, le vecteur oméga m' est égal à lambda fois le vecteur oméga m. En termes complexes, cela est absolument direct, cela s'écrit tout de suite. Z' moins oméga est égal à lambda fois z moins petit oméga. Donc là, c'est une situation assez simple. Z' est égal à oméga plus lambda fois z moins oméga. Donc nous avons l'expression complexe de notre homothétie, c'est l'application qui va de C dans C, et qui a un complexe Z associe petit oméga plus lambda fois z moins oméga. C'est notre dernière expression complexe pour cette vidéo, avant de faire un dernier exemple d'expression complexe d'homothétie dans un cas concret. Donc un exemple, donner l'expression complexe de l'homothétie de centre 1 plus i et de rapport 2. Donc nous venons de le voir, nous connaissons cette expression complexe. H de 1 plus i,2 de z, ce sera l'affixe du centre plus le rapport fois z moins l'affixe du centre. En général, nous aimons bien développer totalement cette expression.
il est vrai que si nous laissons l'expression comme ça, il saute aux yeux que c'est une homothétie, car elle est directement de la forme encadrée en orange en bas de la page de gauche. Souvent, cela dit, on développe les choses, et nous obtenons 2z moins 1 plus 3i. Mais sur cette dernière écriture, qui est en effet plus simple, nous ne voyons plus que c'est une homothétie, ça n'est plus clair du tout, et nous ne voyons pas non plus que, même si nous savons que c'est une homothétie, nous ne voyons pas le centre. Donc ce que l'on va faire dans les prochaines vidéos, c'est pouvoir répondre à la question, pouvoir résoudre l'exercice dans l'autre sens. Ici, je vous ai donné une opération, enfin une transformation géométrique en donnant ses caractéristiques géométriques. J'ai parlé d'une homothétie en donnant son centre et son angle, et je vous ai demandé l'expression complexe. Mais il faut aussi savoir faire les choses dans l'autre sens. Si on vous donne l'expression complexe d'une application de C dans C, eh bien il va falloir déterminer quelles sont ses caractéristiques géométriques. Et cela, nous allons le voir dans la suite, dans une prochaine vidéo.